Bonjour, je m'appelle Constance et je vais vous demander à quel âge avez-vous débuté le dessin? Alors, bonjour, je m'appelle Philippe Gatti donc. À quel âge j'ai commencé le dessin? Je pense que j'ai toujours dessiné, donc comme tous les enfants. Après, la seule différence, c'est qu'on n'a jamais arrêté. Voilà. Et puis, ben voilà, hein. Ouais, bah, moi, à peu près pareil, hein. C'est les premiers crayonnés, les premiers dessins dès qu'on a un crayon. Et c'est pareil. Donc, j'ai toujours. Oui, je suis obligée de me présenter. Bonjour, je m'appelle Patricia Dupont. Et ouais, c'est ça, c'est toujours la même histoire. On a commencé et on n'a jamais arrêté. Alors moi, Frédéric Charles, moi j'ai toujours dessiné aussi, je redessinais ce que je voyais à la télé, etc., enfin comme tout le monde. J'ai eu une bonne période d'interruption pour mes études, et puis je m'y suis remis, et voilà. Quelle BD lisez-vous jeune? Alors, alors jeune, ça dépend. Ça dépend de l'âge. J'ai commencé par, comme beaucoup de ma génération, par les Schtroumpfs, Lucky Luke et Tintin et tout ça en fait. Après j'ai assez vite volé les comics américains de mon frère, hein. Donc j'ai lu les X-Men quand j'étais un peu plus, quand j'avais 5 ans de plus. Et puis dans les années 90, donc quand j'étais ado, j'ai découvert le manga avec Akira et Appleseed et compagnie. Et donc on peut dire que oui, et puis un peu plus tard, après, je me suis mis à la BD franco-belge d'aventure un peu plus tard, donc quand j'étais vraiment jeune, quand j'ai commencé à lire Aquablue, ou des séries comme ça qui sont sorties chez Delcourt à ce moment-là, en fait. Voilà. Ok. Donc, en fait, on a un peu le même genre de parcours, hein. Petite, c'était ouais, les Schtroumpfs, Tintin, les Astérix. Ensuite, ado, alors moi j'ai découvert les mangas en version originale ado plutôt. Donc vraiment la Japanime, les mangas à ce moment-là. Et ensuite, ouais, la BD franco-belge adulte quand j'ai commencé à faire mes études de dessin. Donc vraiment, mon premier coup de cœur c'était Isler. Isler, il y avait Bilal aussi, des thèmes plus adultes en fait. Donc voilà. Moi c'est pas original. Si, il y a une petite originalité. C'est donc je lisais les BD qu'il y avait chez mes parents, donc Gaston Lagaffe, Astérix, etc. Bon, il y en a certaines que je lisais un peu moins, mais ça j'ai beaucoup aimé. Une des premières BD que j'ai lues quand j'étais petit, c'était La femme piège de Bilal, ça m'a traumatisé. J'avoue. Le mec quand il se pète son bras, quand il est glacé, etc. J'avais été. Oui, c'était un bon âge. Hein. Voilà, mais j'étais allé au CE de là où travaillait mon père et j'avais pris un peu au hasard et ça m'avait un peu traumatisé, mais bon, je m'en suis remis. Et après, par contre, moi c'était plutôt les dessins animés japonais, le contact avec la BD japonaise, c'était beaucoup plus tard. Donc tout ce qui était les dessins animés japonais, donc j'en regardais, mais les mangas, j'ai commencé à en lire beaucoup plus tard. Je lisais par contre, avec mon frère, on lisait beaucoup les Strange, les comics, etc. Et donc je me suis remis, après j'ai jamais arrêté de lire la BD franco-belge, donc tout ce qui était sillage, etc. j'avais adoré. Et donc j'ai découvert aussi de la BD argentine, par exemple Chicanos, que j'ai adoré comme BD, ça m'a vraiment fait un choc aussi graphique. Et voilà, donc là je lis un peu de tout. Là j'ai un peu moins de temps pour lire, mais voilà, donc là je lis beaucoup de mangas, beaucoup de franco-belge. Ouais. C'est-à-dire que là moi aussi, c'est vrai que mes lectures actuelles sont plus le manga. Le seinen en fait plus. Je lis moins de shonen, ouais. C'est vrai que là, ouais, dans les vieux, on lit beaucoup moins de shonen pour les ados. Et ça va avec l'âge en fait, Oui. c'est normal en fait. Des mangas d'horreur aussi, des fois. Ouais, les mangas, moi je n'en lis pas. Mais... Quelles sont celles qui vous ont inspiré? Alors, qui m'ont vraiment fait des dégâts. Je pense qu'il y a quelques BD qui m'ont donné envie d'en faire ce métier, d'en faire mon métier quand j'ai commencé à y penser en fait. Donc c'est plutôt quand j'étais au lycée et que je commençais à me dire que je pourrais vivre de la BD, en faire mon métier. Donc il y avait Aquablue, que j'ai déjà cité, donc, de Vatine et Kaito. Donc c'est vraiment une BD celle-là. Il y avait Akira de Otomo, donc c'est un manga. Et donc je l'avais dit aussi, et Appleseed de Masamune Shirow, qui est aussi un manga en fait. Et c'est 3 BD, c'est toute la SF en fait. Donc c'est vraiment mon univers de prédilection. Et ces 3 BD, j'en ai
copié des planches entières en fait, tellement j'étais fan en fait. Mon tome de Aquablue, je l'ai fait dédicacer beaucoup plus tard quand j'ai rencontré l'auteur et qu'on a travaillé ensemble, mais il est tellement abîmé que bon, il est tout corné, il est jauni, Ouais, et la pliure est morte, je l'ai tellement ouvert. Ouais. Moi, les BD qui m'ont inspiré, je pense, alors, il y a beaucoup de BD qui m'ont inspiré, mais je vais en parler que de quelques-unes, hein, sinon on en a pour des heures. Je pense que pour La Rose écarlate, par exemple, c'est vraiment le dessin. Alors, c'est un dessin animé tiré d'un manga, c'est Lady Oscar, donc La Rose de Versailles en japonais, et qui m'a vraiment inspiré pour La Rose écarlate. Et après, il y a des auteurs comme Rumiko Takahashi. Mitsuru Adachi, donc Rumiko Takahashi a fait Ranma 1/2, Juliette Je t'aime. C'est aussi des mangas dont vraiment j'adore le dessin, j'adore l'humour qui s'en dégage et la façon dont elle traite les personnages et tout. Et je pense que Mitsuru Adachi, c'est l'auteur de Touch. Beaucoup, et puis ça c'est les japonais. Après il y a aussi l'équipe française aussi. L'équipe française, je pense que j'ai été très touchée par Marini, je pense. Marini, Guardo, Isler. Et voilà, je pense que c'est vraiment des auteurs. J'en ai rencontré, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns et j'étais en mode fangirl quoi. Et c'était super parce que c'était vraiment des personnes. Voilà. On me parlait d'inspiration, si elles n'avaient pas été là, moi j'aurais pas travaillé, j'aurais pas fait ce que j'ai fait quoi. Alors pour moi, donc les chocs c'était... bon, les dessins animés japonais, c'est vrai que cette implication qu'il y avait, ça m'avait... Bon, après ça changeait du reste de ce qu'on regardait, donc c'était plutôt des dessins animés quand j'étais petit. Donc Goldorak par exemple, il y avait des personnages qui mouraient, il y avait des personnages qui trahissaient, qui étaient trahis, enfin c'était des trucs qui étaient assez forts. Même Candy, j'étais déprimé quand je regardais Candy. Et puis après, plus tard, donc je m'étais arrêté de dessiner, et je me suis remis à dessiner quand je suis allé dans un salon de jeux de rôle, jeux de figurines, etc. où il y avait, donc il n'avait pas encore commencé, c'était Gérald Parel qui faisait des dédicaces, qui dessinait en fait des personnages de jeux de rôle. Je l'ai vu dessiner et ça a été vraiment un choc. Donc je me suis remis à dessiner mais l'après-midi en ayant vu ça. Et vraiment ça m'a marqué. Et puis après au niveau BD, il y a beaucoup de BD qui m'ont beaucoup marqué. J'avais parlé de Chicanost, ça a été vraiment un choc cette BD là. Et après c'était en lisant par hasard L'Art Invisible de Scott McCloud, où là je me suis dit tiens c'est vrai qu'on peut en faire. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Plus que peut-être d'autres BD. C'est vrai que L'Art Invisible, c'est un livre, moi je l'ai lu plus tard, mais c'est vraiment, ça met des mots sur la façon dont on lit et on comprend une BD en fait. Et c'est l'analyse très profonde de la BD. Et il y a une scène justement à un moment donné où on voit des gosses qui lisent des comics, et il y en a un qui dit tiens, mais c'est vrai qu'on peut en faire, parce qu'il voit le dessinateur dans un truc, il essaie d'en faire, et puis après on en voit plein qui essaient d'en faire, il y en a plein qui arrêtent, il y en a un qui continue, et en fait c'est une espèce de progression comme ça. Vraiment ça m'avait pas mal ému cette phase-là. Merci Constance. Nous allons passer à Lison. Lison. Tu vas nous enchaîner avec les 2 prochaines questions. D'où vient cette passion pour le dessin? Alors comme je disais, en fait le dessin, j'en ai toujours fait, je me suis jamais arrêté. Je pense que vu que en fait, je pense qu'en tout cas je parle pour moi, je raconte des histoires en dessin, donc je suis pas vraiment que un dessinateur, je suis un auteur de BD dans le sens où il y a toujours un rapport entre l'histoire, les personnages que je dessine, le contexte et le dessin. Le dessin c'est juste ma façon de retransmettre mon histoire en fait, l'imaginaire que j'ai. Et du coup en fait je retrouve un peu le plaisir que j'avais quand j'étais enfant à jouer avec mes petits personnages et à me raconter une histoire avec mes personnages. En fait je le refais en dessin et c'est vraiment ça, j'ai envie de voir je prends plaisir à voir les aventures que mes personnages peuvent vivre en les dessinant. Mais il y a vraiment ce plaisir d'enfant en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. Enfin, on se rejoint, on a la même vision par rapport au dessin. C'est-à-dire que moi, le dessin, c'est un support pour raconter mes histoires. Il y a des écrivains qui vont utiliser des mots, il y a des cinéastes qui vont utiliser des acteurs et faire une mise en scène et faire des films. Moi, mon média, c'est le dessin via la BD. Et par contre, j'essaie au niveau du dessin, alors j'adore dessiner, j'aime beaucoup dessiner. Il y a des choses que j'aime beaucoup dessiner, des choses que j'aime moins dessiner.
Par contre, pour le dessin, j'essaie de faire en sorte déjà de me faire plaisir et d'essayer de progresser dans cet art-là aussi, pour pas être bloqué par mon niveau de dessin. Donc ça, c'est de la technique de dessin, donc il faut pratiquer, un petit peu comme un marathonien hein, qui doit courir tous les jours. Ben, nous, on dessine aussi tous les jours parce que il faut s'entraîner, il faut comprendre comment marche un dessin, comment marchent les choses pour pouvoir bien les dessiner. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est entre une passion et un espèce de travail technique en fait. Le tout c'est que en soi, moi je me fasse plaisir et que ça m'aide dans la façon dont je raconte mes histoires. Je partage totalement l'aspect discipline, c'est comme le sport, hein, c'est comme quand on apprend la musique, c'est comme quand on fait de la science, enfin, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer. Moi, pareil, quelque chose que je retrouve aussi quand je... Alors là, c'était pas mes histoires que je dessinais, mais je l'ai fait pour des fanzines, par exemple, de l'autopublication. Et c'est vrai que c'est un plaisir de faire vivre un peu et des fois d'être surpris par ce qu'on arrive à faire. Mais j'ai aussi un côté où je dessine juste pour dessiner, des trucs que je jette ou des trucs que je garde, que je montrerai jamais, enfin, où des fois je recopie des choses, vraiment pour le plaisir de dessiner. Des fois je prends un livre d'anatomie, hop, je dessine, des fois je prends une image, hop, je vois une image dans un journal, là j'ai envie de la dessiner. Voilà, donc il y a aussi un côté un peu, du dessin pour le dessin. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le plaisir, juste le plaisir pur du dessin à ce moment-là. Et donc voilà, c'est exactement ça. Et, et puis c'est comme tout, il y a des fois où il y a des jours où on n'arrive à rien faire et c'est nul tout ce qu'on fait. Puis il y a des jours où ça marche super bien. Et puis voilà, j'essaie d'alterner, voilà. J'ai voulu être dessinateur, dessinatrice, autrice. Est-ce que j'ai voulu être dessinateur Est-ce que vous avez toujours voulu être dessinateur? Non, en fait, j'ai eu un parcours scolaire un peu... J'ai dévié beaucoup de voies, hein, donc j'ai pas tout de suite... Le dessin a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai pas tout de suite voulu devenir auteur de BD, en fait. Même si j'en ai beaucoup lu et que je faisais des petites BD dans mon coin, j'avais pas voulu tout de suite en faire ma carrière. Donc j'ai voulu être architecte, j'ai fait des études d'architecture, j'ai fait des études de design industriel, j'ai travaillé en bureau d'architecture, etc. J'ai travaillé dans l'audiovisuel assez longtemps, dans le dessin animé, dans le cinéma. Donc j'ai pris des chemins de traverse un peu aléatoires, même si la BD était toujours présente à l'arrière-plan. Le moment où je me suis vraiment dit que je voulais devenir auteur de BD, c'était après justement une carrière dans plein de milieux différents. Je me suis dit, quand même, quand j'étais petit, je rêvais de faire de la BD. Enfin, je lisais beaucoup de BD, je faisais mes petites planches dans mon coin, ce serait quand même cool que j'essaie d'en faire une. Donc c'était, quand je me suis lancé dans la BD, c'était un peu un pari. On allait essayer, si ça ratait, je revenais à une vie professionnelle plus classique, et puis si j'arrivais à en vivre, voilà, je allais continuer dedans. C'était un peu ça. Ouais. Alors moi c'est l'inverse. Moi je pense qu'à 8 ans je savais déjà que je voulais faire de la BD. Alors, entre la BD et le dessin animé à vrai dire, j'avais un petit peu, bon ça restait quand même du dessin mais c'est quand même deux médias qui sont différents. Mais ce qui du coup j'ai orienté mes études autour du dessin tout en faisant mes BD à côté, mais c'est terrible parce que la BD on a l'impression que c'est une carrière, c'est un métier qui n'existe pas. On a l'impression que c'est un espèce de rêve comme ça, on a vraiment, donc on passe par des études techniques de dessin et tout, on se dit on va être designer ou machin, on a l'impression que c'est pas un vrai métier. Parce à notre époque. À notre époque on a l'impression que c'était vraiment plus un rêve qu'un métier. Plus une passion, voilà, plus une passion, et donc on n'allait jamais pouvoir en vivre. Et en fait, petit à petit, ça reste toujours présent. Et à un moment donné, c'est pareil. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Toutes les histoires, il faut quand même les faire vivre, il faut les partager. Après, ça passe ou ça casse, on y va. Donc, comme Philippe, alors moi j'ai fait des études dans le cinéma d'animation, j'ai travaillé aussi dans le dessin animé, je fais du board, du design, tout ça, sur des dessins animés et tout, mais à côté il y avait toujours ces petites planches à moi, mes histoires à moi qui essaient de vivre et tout. Puis voilà, on a fait le grand saut, on va voir, ça passe ou ça casse. Et puis bon, là, j'ai eu la chance, ça a plu. Mais ça c'est vraiment, la BD c'est vraiment très à part dans le dessin, enfin dans le dessin en général.
parce que c'est des gens qui sont un petit peu comme ça, qui sont un petit peu tellement passionnés, ça prend énormément de temps, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc il faut pouvoir vivre avec quelqu'un qui est passionné. Alors, on a rencontré l'exemple, hein, quand même. Il arrive à faire plusieurs trucs, oui. Oui, ouais. Donc en fait, moi j'avoue, si j'avais pas fait de la BD, j'aurais été un petit peu ballon en fait. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est différent. Alors, bon, quand j'étais petit, je voulais être paléontologue parce que j'adorais les dinosaures. Donc, paléontologue, c'était mon rêve. J'ai pas fait ça du tout. Mais par contre, j'ai continué dans la science. Et donc, moi, mon métier, je fais des maths. Et donc, j'ai travaillé à la fac. Et c'est un métier qui est passionnant aussi. Et j'ai jamais vraiment envisagé d'arrêter parce que j'en ai besoin aussi. Et donc, je me partage entre les deux. Donc, je suis toujours désolé de ne pas avoir assez de temps pour travailler autant que je voudrais chacun. Mais j'envisage pas d'arrêter ni l'un ni l'autre en fait. Donc voilà, donc c'est une source de beaucoup d'inquiétude, mais j'essaie de faire de mon mieux et voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que la situation est assez différente. Et donc je sors pas énormément de projets, mais voilà, j'ai besoin des deux. Donc voilà, c'est deux métiers passionnants et très différents qui vont pas utiliser. J'utilise pas le même cerveau à chaque fois, le cerveau gauche pour un et le cerveau droit pour l'autre, donc c'est complémentaire. Voilà. Parfait, merci. Merci Lison. Alors je vais passer devant le champ. Tac, ça va être autour de toi. Quel est ton prénom? Nathan. Et Nathan, on va faire celle-là. Ok. Tic. Une fois votre BD publiée, comment vous êtes-vous rencontrés? Et comment avez-vous eu l'idée de travailler ensemble? Et ce, une commande d'éditeur. Alors, pour La rencontre d'ailleurs. la rencontre. Alors, on est mariés, femme. Voilà. En fait, on s'est rencontrés. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît et on a été réunis par l'amour et par l'amour de la BD aussi, c'est vrai, j'avoue. Donc on a commencé En même temps, la en BD. même temps, voilà. Donc ça, c'était on a vraiment lié, enfin on lié les deux quoi, quasiment. Fred, on a rencontré. En C'était festival. 19 ans parce qu'on est en c'est quelque fait. chose comme oui, ça, bon, à peu dans près le la même même jour, zone. hein. Ouais, Par contre, on s'est pas mariés en fait. Non, Donc avec Fred, on s'est rencontrés, je pense que c'était à BD Expo ou un C'était truc BD comme Expo, ça. Japan Expo ou cartooniste. Voilà. Parce À qu'à l'époque, on faisait l'époque, du fanzine. on faisait du fanzine. Donc les fanzines, c'est des petits magazines faits par des fans. Donc on peut mettre un petit peu de la, on peut mettre tout n'importe C'est quoi, une la BD, autopublication, des choses, ça. beaucoup de C'est une BD. autopublication, voilà. Donc on s'est rencontrés sur un stand fanzine. Vous aviez commencé bien avant moi. Hein. Moi, c'est moi qui allais sur vos stands et je disais, c'est super. Et donc voilà, donc de ça est née aussi une amitié en fait, hein, amicale et artistique aussi, parce qu'on se suivait. C'est vrai que On ouais, suivait c'est notre ça. travail. Ouais. Et donc pour les Mythics, hein, quand donc Philippe et moi, nous on a fait notre travail au niveau des cours, au niveau de nos BD. Quand on a commencé à faire les Mythics, qui est à moitié, enfin qui est quand même une commande d'éditeur. Oui, en fait, c'était notre éditeur. En fait, on est amis avec Patrick Patrick Sauvage, Sauvage, hein. qui est l'auteur des Légendaires. Et parce qu'on a tous aussi commencé en même temps, donc Ouais. on s'est croisés plein de fois dans le festival, qui sont vraiment Voilà. hyper proches. Et donc notre éditeur, il nous a dit, comme vous vous entendez super bien, ce serait cool que vous fassiez un projet à 3 pour la jeunesse. Vous pouvez y réfléchir. Et du coup, c'était comme ça, c'était sujet libre en gros. Sujet, ouais. Et du coup, on s'est réunis, on en a parlé, on a discuté, puis au fil du temps, les mythiques sont nés comme ça en fait. Ouais. Et donc, une fois qu'on a eu avec Patrick Le concept. le concept et la base des scénarios, on a commencé à prospecter Ouais. pour trouver des dessinateurs pour travailler Voilà, dessus. En fait. c'est ça. C'est-à-dire que ce qui était sur les Mythics, on était vraiment au niveau du scénario et des designs. Et par contre, on n'avait pas le temps de les dessiner. Et on s'était dit que pour avoir ce rythme très rapproché, il fallait qu'on trouve des dessinateurs, beaucoup de dessinateurs qui puissent dessiner en parallèle tous les albums et pour avoir cette parution très rapprochée. Donc du coup, on a prospecté au niveau de nos amis qui sont dans la même famille graphique que nous, parce qu'il y avait quand même cette famille graphique au niveau très japanime, un comics aussi. Et donc voilà, donc on a proposé à Fred, ça le branchait aussi, donc on a proposé à plein de copains et copines qui se sont greffés sur ce projet. Et voilà, on peut dire que c'est quand même un travail d'équipe en fait, c'est vraiment
un studio d'animation, on va dire, où chacun a une tâche qui lui a attelée et chacun travaille pour le projet, quoi. Voilà. Bah oui, alors bah moi c'était effectivement du coup vous m'aviez contacté bien avant que je commence parce que j'étais en train de finir un livre sur un biopic sur un Escoffier et je crois que j'avais fait les tests, donc c'était j'avais fait une planche de test, enfin plusieurs planches, vous m'avez donné 5 planches plus la planche à finaliser. Et donc on avait fait ça, et puis après bah, vous aviez été sympa d'attendre que je puisse finir, j'avais encore combien 4 ou 5 mois avant de... Ouais, Ah oui, j'ai bien. Et après bah, on avait pu commencer, alors voilà, donc après ça s'est bien passé. J'avais quand même tenu à faire un peu des modèles 3D avant pour les décors. Et puis après bah, ça s'était bien passé, franchement le retour c'était super. Enfin, je trouve que c'était super agréable de bosser avec vous. Bah écoute, tant mieux. Donc, voilà. Avec des tyrans comme ça. Voilà. Non, vous avez répondu à plein de questions par rapport à toute une liste par rapport au multi, vous avez presque tout répondu là. On continue, Nathan. Quelle a été la première BD écrite ensemble? Ensemble, Philippe et moi, on Bah, c'est les mythiques, ça. Ouais, On va écrire ensemble. Parce qu'en fait, sur la Rose écarlate, moi je travaille scénario, mais Philippe est venu se greffer, donc il m'amène plein de choses aussi. Donc on est en fait. Donc, on est à 2 tiers, je 1 lui tiers. file des idées, mais Voilà. c'est elle qui écrit. Ouais, c'est quand même moi qui écris. Pour les mythiques, pour les mythiques, on était On vraiment est à trois, à 3 vraiment. avec Patrick. On lance des thèmes. Et après, chacun se récupère un tome. Et à partir de là, chacun travaille sur un seul tome. En fait. Après, on a un regard sur l'autre parce qu'il ne faut pas qu'on ait des incohérences ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même un travail, ça reste un travail d'équipe. Au moment de l'écriture, on écrit quand même tout seul, mais on a déjà travaillé en amont. Oui, on a tout balisé à l'avant pour qu'on ne soit pas perdu. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas encore travaillé ensemble. Au scénario avec. Ouais, parce que parfois il y a des tâches, voilà, les scénaristes, il y a des dessinateurs, chacun un petit peu à ses tâches. Donc ça dépend des équipes en fait. Merci Nathan. Alors, quel est ton prénom? Je m'appelle Pino. Une fois votre BD publiée, regrettez-vous de ne pas avoir mis certains détails ou d'améliorer votre BD? Alors ça, évidemment, la première chose qu'on est, c'est qu'on ne veut plus jamais revoir notre BD parce qu'on est hyper déçus. Après, on est obligé de la relire pour voir s'il n'y a pas trop de coquilles dedans, mais en fait, je pense que je n'ai jamais été satisfait d'une BD que j'ai faite sur le coup. En fait. C'est toujours une grande déception de l'avoir publiée en disant j'ai déconné, j'aurais pas dû mettre cette case-là quand même. Ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Oui, et puis il y a le fait que mécaniquement on progresse un petit peu sur le tome, parce qu'on a fait plein de cases, donc à la fin du tome on est un tout petit peu meilleur qu'au début du tome. Et donc on n'a pas le temps de reprendre les premières cases, mais il y a toujours quelques regrets comme ça. On dit cette case, donc je l'ai laissé passer, j'avais plus le temps parce qu'il fallait le publier. Mais quand même si j'avais eu le temps je l'aurais pas fait. Ouais. Oui, en fait il y a toujours ce côté où on voit, quand on doit être très perfectionniste aussi, donc on voit beaucoup les défauts et là où heureusement le public et mon éditeur voient les qualités, parce que nous on voit beaucoup les défauts, parce qu'on est très exigeant avec notre travail. On a des contraintes de temps, on a des contraintes aussi à un moment donné scénaristiques, il faut choisir à un moment donné. Enfin, le fait de le rêver, on se dit c'est génial, et en fait de le poser, on définit quelque chose, donc à un moment donné, il faut quand même... en fait, on pourrait toujours revenir dessus, mais si on revenait toujours dessus, on écrirait, on referait toujours le même dessin. Donc il faut quand même à un moment donné faire le deuil et progresser, parce que c'est comme ça, la vie est faite comme ça, hein, de petits pas comme ça. Donc oui, on voit des erreurs, on voit aussi des choses qui sont pas trop mal, hein. Mais c'est vrai qu'en soi, moi j'ai énormément de mal à regarder mes premiers albums parce que je vois des choses, je fais oh mon Dieu. Mais quelque part, il faut quand même se dire, grâce à ça, j'en suis là où je suis. Donc voilà, il faut être sévère mais juste par rapport à son travail. On progresse petit à petit, même et je parle de ça, c'est assez général, hein, je parle ça pour tout le monde, hein. Il faut y aller petit à petit, il faut comprendre là où on a raté, là où on a réussi pour pouvoir continuer son travail en cours, quoi. Alors moi c'est un peu différent, comment dire,
j'ai eu la chance de pouvoir bosser sur des albums où je pouvais prendre mon temps. Et c'est vrai que quand il y avait un truc qui allait pas, j'en voyais pas la planche, donc c'était pas, voilà. Et c'est vrai que ça c'est très agréable. Et par exemple quand on fait de l'autopublication, pareil, on peut se permettre de faire ça. Donc sur beaucoup de projets, finalement je me dis bon, effectivement j'ai progressé, mais je me dis ah quand même j'avais réussi à faire ça alors que j'avais ce niveau-là. Finalement je suis assez content d'avoir réussi à faire ça. L'essentiel c'est de s'être dit que j'ai fait de mon mieux, j'ai pas bâclé, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a des trucs qui sont perfectibles. Donc j'ai une certaine bienveillance, effectivement je vois aussi les erreurs. Je me dis oh là là, mais comment j'ai dessiné ce raccourci, cette main, etc. Mais je me dis pareil que ça fait partie de la progression, le continuum qui fait qu'on a le niveau et qu'on espère que pareil, les albums qu'on fait maintenant, quand on les regardera, on sera bienveillant parce qu'on aura quand même fait de son mieux. Et pour le perfectionnisme, j'essaie de le combattre parce que je trouve que c'est plutôt bloquant. Je vous avais quand même embêté pour refaire la première planche, celle que j'avais fait du test. Tu sais, j'avais quand même refait la page où il donne le billet. Les billets, ouais. Mais à part ça, là je m'étais réfréné sur le perfectionnisme aussi et j'acceptais de passer à la suite. Parce que là, les délais étaient sur les musiques, c'était plus intense. Ouais. Voilà, donc là, en même temps, c'était un test, tu sais, ouais. tu as la phase de test, après tu progresses quand tu es dans l'album, ton style il peut évoluer. Ouais. C'est vrai que les mythiques, c'est un peu particulier par rapport aux autres séries de BD, parce que comme il y a plusieurs auteurs en parallèle, les albums doivent sortir dans l'ordre, ce qui oblige les auteurs à respecter une deadline de parution, sinon on peut pas avoir de décalage en fait. Il y a toute la chaîne qui est affectée là. Voilà, donc toute la chaîne est affectée. Donc ça met une petite pression, même si on prévoit un laps de temps raisonnable, ça met une petite pression sur le dessinateur pour pas qu'il ne dépasse ce temps-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des. Enfin, j'en ai dessiné un qui n'était pas prévu au début, mais j'en ai dessiné un. Et du coup, ça met quand même. On peut pas le perfectionner autant qu'on voudrait parce qu'on a la contrainte de temps qui est beaucoup plus forte que sur une série normale où on peut s'arranger avec l'éditeur pour décaler la sortie, etc. en avant, en fait. Et le petit soulagement, c'est de dire c'est bon, j'étais dans les temps, j'ai pas mis dans la merde des autres. Ouais. Mais quelque part aussi c'est un exercice, hein, c'est très formateur. D'être efficace et tout, parce que comme je disais, un dessin on peut le recommencer, mais tant qu'on ne sera pas parfait. Mais je pense qu'entre ce qu'on imagine et la réalité, c'est très compliqué. Ouais. Combien de temps mettez-vous pour réaliser vos BD? Avez-vous un temps limite pour les créer? Pour les créer le temps. Pour les créer avec combien de temps vous mettez en général? Alors la moyenne, en fait, on dit en général, en tout cas quand nous on a commencé, la moyenne c'est 9 mois pour faire une BD. Maintenant, quand on a un temps plein dessus, par exemple sur les Mythics, pour parler de cette série-là, on a employé des techniques qui nous a permis d'être un peu plus rapide et un peu plus efficace parce que, par exemple, on a utilisé beaucoup de 3D pour les décors, comme il y a beaucoup de lieux récurrents et qu'il y avait beaucoup de dessinateurs dessus, on a fait des lieux en 3D qui permettaient de passer le modèle 3D d'un dessinateur à l'autre pour qu'il soit toujours raccord et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de faux raccords d'un endroit à l'autre, des éléments comme ça. Et ça nous a permis outre le fait de gérer très bien les raccords, ça nous a aussi permis de gagner du temps en fait. Donc on a utilisé des technologies comme ça qui nous ont permis de gagner du temps sur la fabrication d'un album BD et donc on a mis peut-être, la moyenne c'est plutôt 7 mois en fait sur les Mythics en fait. Ouais. Donc on a gagné 2 mois en fait, grosso modo. Scénario, dessin et couleur en fait. Oui. On a aussi, on a aussi beaucoup découpé les tâches pour que le scénario, le dessin, la mise en couleur qui est séparée aussi en 2, etc. On a réparti les tâches entre beaucoup plus de participants pour que ce soit plus léger en fait pour chaque personne en fait. Ouais, ça c'est une chaîne de fabrication. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le côté artistique évidemment. On peut être tout seul à tout faire, hein, et là on mettra 10 ans peut-être à faire un album. Après, là sur les Mythics, il y a cette contrainte aussi. J'avais pas de contrainte de temps parce que les personnes ont quand même le temps de faire fabriquer l'album de façon correcte. Nous, on est plutôt rapide dans le métier. On est quand même je pense qu'on est quand même. Parce que un album en moyenne, c'est 1 an de travail à peu près. 46 pages. Ouais, on va dire que la moyenne d'un auteur, 46 pages. Scénario, dessin, couleur, c'est on va dire la moyenne. Après, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus lents. Il y a des albums on attend toujours la suite, hein.
depuis 20 ans, mais ça dépend vraiment. Là, on est vraiment dans une contrainte où, voilà, les enfants, c'est les jeunesses, les enfants, ils attendent de l'album. Il faut qu'on travaille de façon assez serrée quand même, mais on essaie de garder la meilleure qualité dans le temps qu'on a pour raconter les meilleures histoires, en fait. Donc, chacun, c'est vraiment très différent, en fait, selon les projets, en fait, selon les projets. Alors, je vais juste compléter en disant qu'effectivement, ça dépend des projets. Moi, j'ai fait aussi des romans graphiques où là, il y a beaucoup plus de pages et on prend beaucoup plus de temps. Moi, en général, je mettais pour... Il y en avait un qui était pas mal, qui avait 130, 120 pages, donc là, j'avais mis bien 2 ans. Mais les pages étaient quand même plus petites que du franco-belge classique. J'en ai un autre où c'était pareil, à l'équivalent de 2 albums. Pareil, c'était à peu près 2 ans. Et là, pour les Mythic Way, c'était 7 mois. J'ai senti la différence. Mais bon, j'avoue, j'ai passé pas mal de temps au début à faire mes modèles 3D. Je me suis bien amusé là-dedans et j'aurais peut-être pu passer un peu moins de temps. Donc là, ça aurait été... j'aurais eu plus de temps pour la suite. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend des projets, en fait, le délai. Merci Guillemot. Alors quel est ton prénom? Anaïs. Anaïs. Nous on va poser des questions plus pour Patricia. On va passer, ça va plus concerner la rose éternelle. Allez-vous sortir un autre tome de La Rose écarlate? Ah oui, alors actuellement je suis sur le tome 18. Donc normalement, si tout se passe bien, si je me casse pas de bras, pour la fin de l'année en fait, juste avant Noël, j'espère. Vous avez toujours envie de continuer la série? Oui, alors ça va. Alors ce tome 18 va clore le cycle, mais j'en commence un autre. J'ai déjà commencé à distiller les graines pour le cycle d'après. Donc ça va encore durer un petit peu longtemps, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, tant que j'ai du plaisir à le faire, je continuerai. Et je crois que les lecteurs et les lectrices me soutiennent. Donc voilà, ça va encore continuer un petit bout de temps. Alors c'est une question maintenant pour tous les trois. Pour finir, on va poser des questions plus par rapport au métier. Et comment on devient dessinateur? Quel conseil donneriez pour les futurs dessinateurs, dessinatrices? Alors, je peux le décomposer en 2 parties, c'est-à-dire juste pour le dessin. La meilleure façon de progresser en dessin, c'est de dessiner, en fait. C'est un peu ça. Après, aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles. Ce qui n'existait pas trop à notre époque, en fait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui font de la formation graphique, du dessin, de la formation de design, de jeux vidéo, de dessin animé, etc. Donc il y a des moyens de se former par l'intermédiaire d'écoles. Mais c'est vrai que le travail personnel, c'est vraiment ce qui fait la différence dans la maîtrise du dessin, en fait. Et donc, pour apprendre à dessiner en dessinant, le mieux c'est de copier, en fait. Dans un premier temps, on apprend de ses maîtres, donc on prend des albums de BD, des illustrations, des images, des photos, ou dans le monde réel, avec un carré croquis, on copie des bâtiments, des personnes. Et c'est la meilleure façon de progresser, en copiant la réalité, le travail des autres, décrypter comment ils l'ont fait, et le rendre conscient, en fait. Voilà. C'est pas juste copier pour copier, parce que ça, on est juste une photocopieuse, c'est copier et le rendre conscient, donc transformer le dessin en mathématiques, en fait, en décryptant pourquoi tel dessinateur a fait tel trait et quel est son sens, en fait. Après, donc la deuxième partie, c'est si spécifiquement on veut faire de la BD, du dessin de la BD, il faut apprendre la narration, et ça c'est un autre travail, et il y a des écoles qui forment à ça aussi, Mais là c'est pareil. Mais par contre c'est faut pareil. Lire des BD, il faut comprendre comment l'auteur, pourquoi à ce moment-là il a pris ce plan-là, pourquoi à ce moment-là il a montré ça, pourquoi, parce que, oui c'est ça. Oui, il faut décrypter la narration, c'est un travail différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste lecteur, c'est comme regarder un film en tant que technicien sans faire attention à l'image, en fait. Sans faire attention à la narration, c'est ça. On fait attention qu'à la façon dont il a choisi son cadrage, donc il a éclairé, etc. Donc là c'est la même chose. Il faut décrypter une BD, et puis après il faut essayer une fois qu'on a compris, de la refaire, en fait. Ouais, de comprendre comment l'auteur
la fête. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, voilà, quand Philippe parle de copier, c'est vraiment copier, mais dans le sens aussi analyser, c'est-à-dire comment il a fait ça en fait. Et ce travail d'analyse, et c'est propre à peu près aux artistes en fait, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de tout, de plein de choses, de livres, de romans, tout ça. Moi on a une espèce de puits de plein de choses qui fait que notre narration sera différente de l'autre, parce que notre expérience va donner quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut être très ouvert aussi quand on parle de dessin, on parle de dessin à ce moment-là, parce qu'il y a des techniques de dessin qui sont vraiment très terre à terre que tout le monde peut utiliser. N'importe quel quelques cours de dessin, tout le monde peut commencer à dessiner, mais la réflexion arrive après en fait. C'est-à-dire, si tu veux vraiment devenir dessinateur, c'est toi qui va, selon ton expérience, va dessiner plus, je sais pas, imagine que tu aimes beaucoup les fleurs, tu vas regarder comment sont faites les fleurs, les analyser, tout ça, alors que Philippe, lui, ce sera les vaisseaux spatiaux. Moi, je m'en fiche des vaisseaux spatiaux, je ne dessinerai pas des vaisseaux spatiaux. Tu vois, votre expérience à vous fera que vous allez devenir des artistes, en fait, et pas que des dessinateurs, en fait. Et cette différence-là, c'est cette différence-là qui fait que vous serez différents des autres. Comme je disais, la technique de dessin, tout le monde peut redessiner quelque chose avec quelques cours, mais l'expérience de chacun fera que vous serez un artiste unique en fait. Enfin, moi je l'analyse comme ça en fait. Et c'est pour ça que un tel aime dessiner ça, un tel aime dessiner ça. Et vous restez hyper curieux aussi. Ouais. Oui, en fait, ouais, pour le dessin, pour le dessin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'après, il faut juste voir si c'est quelqu'un qui va apprendre à dessiner pour son plaisir, c'est pas le même apprentissage, c'est pas la même courbe qu'on va faire que quelqu'un qui se dit allez, je veux apprendre à dessiner vraiment. Là, par exemple, quelqu'un qui veut se faire plaisir, recopier des BD ou recopier tel personnage ou juste dessiner ses amis, ça peut suffire. Pour quelqu'un qui veut faire d'autres, qui a d'autres buts, il faut aussi faire du dessin académique. Par exemple, il y a plein de gens, plein de jeunes qui disent ah non, moi je veux faire du manga, je veux pas faire du dessin académique. Et ils comprennent pas que dessiner, apprendre l'anatomie, apprendre la perspective, rien que dessiner des gens, ce qu'on voit, c'est pas ça qui va rendre le dessin moins manga, ça va juste rendre le dessin meilleur. Et donc ça sera du dessin de type manga, du dessin stylisé, qui sera bien plus solide. Et donc il faut surtout pas refuser de faire des choses académiques. C'est comme quelqu'un qui dit ah non, je veux apprendre la musique mais je veux surtout pas faire des gammes, je veux pas apprendre le solfège, etc. Alors que ça va pas rendre la musique plus rigide ou plus ancienne ou je sais pas quoi. Ça va juste rendre la musique meilleure, mieux construite, et ça c'est très important. Et donc après il faut juste savoir si tu veux dessiner ou vous voulez dessiner pour votre propre plaisir sans plus d'ambition, ou dessiner avec plus d'ambition. Et donc après, il faut juste voir. Et après, c'est comme le sport, c'est comme toutes les sciences, il faut être discipliné. Le travail est long, l'apprentissage est long, la courbe de progression est lente, et il faut juste pas se décourager. Et il faut qu'il y ait quelque chose, un petit moteur qui fait qu'on continue. Voilà. Et donc ça, il faut juste faire ses priorités. Et après, concernant effectivement la BD, c'est différent parce qu'il y a aussi tout le travail de raconter par l'image. Et là aussi, alors moi c'est très dur pour moi parce que des fois je suis vraiment terre à terre, il faut que je me force à voir les intentions qu'il y a derrière pour travailler, donc je retravaille beaucoup de planches comme ça, et des fois j'ai des planches qui ont des problèmes parce que voilà, il faut vraiment que je fasse cet effort de un peu mieux donner les intentions. Et ça aussi c'est des choses qu'on peut apprendre en lisant des BD, mais il y a aussi des livres de scénario, des livres sur le découpage de BD qui sont très bien faits, rien que des livres sur le scénario, pour bien comprendre comment montrer des conflits, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre qui sont vraiment, moi ça me fait un choc justement de voir, on peut bien formuler des choses pour bien raconter. Et ça aussi, c'est puisque finalement la BD c'est faire passer un message. Et donc il y a des fois où on s'aperçoit que le message qu'on fait passer est confus. Et donc il faut travailler sur le fait de rendre beaucoup plus clair le message. Ouais, si je peux ajouter juste un truc, ça va peut-être vous parler, mais en cours de français, moi je me rappelle qu'on avait des études de texte où on devait décrypter les champs lexicaux utilisés par l'auteur, les tournures de phrases, le temps qu'il utilisait, etc. Donc tout ça c'était de la technique utilisée par l'auteur. Ça rendrait comment on décryptait le texte, ça le rendrait super froid, mais en fait c'était ça qui donnait la force au texte en fait. Et nous il y a un livre que je suis en train de faire découvrir à ma fille qui est assez drôle, qui s'appelle Exercice de style de Queneau. Et en fait la BD,
la BD, c'est la narration, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour raconter la même histoire, on a des techniques de style qui peuvent le raconter de plein de façons différentes. Le cadrage, la lumière, l'intention, l'ancrage. Et en fait, toutes ces techniques-là, c'est vraiment la même chose que la technique littéraire utilisée par l'auteur, en fait. Le choix des mots, les tournures de phrases, la longueur des phrases, etc. Le temps utilisé. Oui, puis, Donc c'est important d'avoir ce... Enfin, si vous comprenez ça déjà ça dans votre cours de français, en fait, vous aurez assez de facilité à le transmettre dans le reste des médias, c'est-à-dire pas seulement en BD, mais quand vous regardez un film, et pouvoir utiliser après tous ces médias pour votre propre art, en fait. Pour finir, est-ce que vous auriez un seul conseil pour un jeune qui voudrait faire de la BD? Faire de la BD. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui font « Waouh, j'adore le manga et tout, j'aime trop Naruto et tout, c'est trop bien, je vais faire du manga et tout. » Donc sur le coup, on dit « Ouais, c'est super, tu es super enthousiaste et tout. » Et en fait, ils arrivent, ils ont leur cahier de maths avec 3 Naruto sur le côté, comme ça. Et on leur dit, bon, c'est cool, t'as fait 3 Naruto sur le côté, mais en fait, la BD, c'est raconter une histoire, c'est, voilà, un décor, un personnage qui arrive, il se passe quelque chose, oh mon dieu, la bagarre, tac, 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 et c'est ça, en fait. Il y a toujours entre... j'explique toujours ça comme ça, en fait, c'est terrible, j'explique beaucoup avec la musique, enfin, en parallèle avec la musique ou la bouffe, en fait, surtout la bouffe. C'est comme si un guitariste faisait « Ouais, j'ai un super riff !» Je dis « Ouais, super, tu fais un super riff, mais pour faire un album, pour faire un concert, il faut écrire une chanson, il faut... voilà. Donc, pour faire de la BD, il faut faire de la BD. Même si on se plante, moi j'avais votre âge, j'avais déjà fait pas mal de planches de BD qui sont horribles au demeurant. Hein. Avec le recul, je me dis heureusement, parce que ça a progressé. Mais il faut vraiment voir l'histoire, en fait. L'histoire par le dessin. Sinon, on fait juste... Après, pour rebondir juste à la question d'avant, c'est-à-dire que nous, on a pris la BD comme un art en soi, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment imprégné dedans. Mais on peut très bien faire, hein, comme tu disais, ça juste pour le plaisir. Moi, je fais un peu de musique, je fais ça juste pour mon plaisir. Je suis pas concertiste ou quoi que ce soit. Je fais juste, voilà, un petit peu de musique de temps en temps, voilà. Bon, c'est un peu dur parce qu'il y a l'apprentissage, mais j'ai pas la volonté de « Oh, comment faire une symphonie ou faire un opéra ?» et tout. C'est-à-dire que nous, on vous parle de... Un truc, c'est nos tripes, en fait. Donc, mais on peut faire ça de façon très... Oui, voilà. juste en loisir. Voilà, juste en loisir. Donc voilà, ça dépend où vous vous mettez. Voilà, c'est ça. En fait, je vais reprendre, hein, juste reformuler ce qu'ils ont dit, mais faut qu'il y ait de la notion de plaisir. Alors si c'est le dessin qui vous attire plus que le fait de faire de la BD, bah, dessiner. Si c'est de faire de la BD, quelque part il faut que vous ayez envie de raconter des histoires, que vous ayez des petites histoires à raconter. Sinon, c'est juste, enfin je dirais c'est juste, c'est pas péjoratif, mais sinon c'est le dessin pour le dessin qui vous fait plaisir. Après il faut juste voir ce que vous aimez. Et il faut aussi que ce soit pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose qui vous procure du plaisir. Si ça doit être une souffrance, par exemple, souvent on voit des jeunes qui essaient de faire quelque chose, qui dessinent, etc. Mais on a l'impression qu'ils se fouettent un peu pour se forcer à faire quelque chose. Et ils oublient un peu que il faut que quelque part le moteur ça soit aussi le plaisir, parce que ce qui fait qu'on continue, qu'on accepte d'avoir une courbe de progression, qu'on accepte de des fois on fait vraiment des choses qui sont pas bien, on n'arrive pas, il faut qu'on remonte la pente, etc. Il faut qu'il y ait toujours ce petit moteur, ce petit truc qui alimente en énergie, c'est-à-dire le fait de vouloir raconter quelque chose, ou le fait de vouloir dessiner quelque chose, ou le fait de juste aimer dessiner. Vous voyez, donc voilà, c'est juste, faut voir ce que vous aimez, et après, une fois que vous avez cerné, alors des fois c'est dur de savoir si on a juste envie de dessiner ou de raconter des histoires, on sait pas trop. Moi pareil, je savais pas trop, j'ai aimé dessiner, j'ai arrêté pendant longtemps, je m'y suis remis, puis après je me dis tiens je vais tenter des histoires, et puis j'ai vu que j'aimais, mais je savais pas du tout que j'allais continuer comme ça. Voilà, faut qu'il y ait vraiment cette notion de plaisir. Et puis après, n'hésitez pas à raconter des choses, et n'ayez pas honte de raconter des choses. Voilà, faites-vous plaisir, et quand c'est spontané, quand il y a du plaisir derrière, on progresse aussi, et il ne faut pas avoir honte de le montrer. Oui, je crois que le plaisir, c'est la chose qui fait supporter l'entraînement. La difficulté de faire ce métier, en fait.
parce qu'on est quand même à notre table 8 heures par jour, tous les jours. Et puis, Enfin, comme un boulot non, normal. non, mais week-end Mais c'est compris vrai. en fait. Donc, Ouais. C'est-à-dire que c'est passionnel en fait. voilà, comme, c'est passionnel. Donc on est prêt à y passer notre vie. Ouais. Et c'est parce qu'on n'a pas le choix on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. C'est les histoires, elles vivent en nous et elles demandent à sortir. Donc il y a vraiment, elles nous poussent par derrière. En fait. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'entretien. Là, je pense qu'on était très complet. Merci à nos jeunes collégiens. Ben, J'espère merci. que ça vous a Merci. plu. Merci à vous d'avoir participé à ce drôle de festival. Hein. C'est une édition en ligne 2.0, avec des ouais. textiles 2.0. C'est ça. Réussir à maintenir. Voilà. Et on vous souhaite à bientôt. Ben, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.